15 minutes et puis si vous voulez bien, je vais mettre mon temps pour être sûr de ne pas dépasser. J'aimerais vous faire un petit survol de ce bilan de la loi. Excusez-moi. Cette loi, encore une fois, qui est difficile à prononcer pour tout le monde. Et je vais me permettre un petit survol très personnel de ce texte-là que je ne sais pas si c'est bon signe, mais que je pense, il n'y a pas eu une semaine où je n'ai pas eu à lire ce texte depuis les 20 dernières années. Donc c'est un texte que j'ai beaucoup lu et j'ai un regard assez ambigu sur ce texte que je trouve très intéressant par certains points et puis un peu énervant par d'autres. Et texte qui, si je peux me permettre un très court historique, avait donné lieu en 2000 à un avant-projet de loi qui avait été donné à commentaire auprès de plusieurs parties prenantes et certaines parties prenantes, notamment le barreau du Québec, qui avait été assez, euh, assez critique, voire très critique de ce texte-là, malgré tout, dans le cadre d'une adoption de type Bayon en juin 2001, le texte avait été adopté. Et je dirais donc qu'il y a eu au départ une certaine quiproquo, une sorte d'amour-haine, encore une fois, notamment vis-à-vis de la communauté juridique qui a mis beaucoup de temps à adhérer et à adopter ce texte. À certains égards, la Fondation du Barreau m'avait demandé de faire un guide explicatif d'une quarantaine de pages pour tenter, encore une fois, de véhiculer et de mieux faire connaître ce texte important. Le ministère de la Justice aussi, et je fais donc état d'une collaboration qui est assez ancienne avec ce ministère, m'avait mandaté à l'époque de faire une plateforme lccjti.ca qui existe toujours et qui dispose de statistiques de visionnement assez importantes, même s'il faudrait qu'elle soit un peu mise à jour. Justement pour tenter d'expliquer, puis je pense qu'il y a plus de 600 entrées sur ce texte, pour tenter d'expliciter ce texte, encore une fois, un peu abscon et un peu difficile à comprendre pour le commun des juristes. Heureusement, en 2018, il y a eu une décision importante de la Cour d'appel qui, je pense, a très globalement très bien compris, avec beaucoup d'à-propos, ce texte-là en traitant à de nombreuses reprises l'interprétation de cette loi. Et en 2019, donc, c'est là qu'a commencé ce nouveau mandat avec le ministère de la Justice. Et puis, je pense que c'était une étape qui s'est avérée excessivement utile. On a fait un sondage auprès, en fait, auquel a donné lieu plus de 75 réponses. En fait, des fois, c'était des réponses multiples. Donc, on a eu pas loin d'une centaine de personnes qui ont répondu aux 40 questions que nous avons alors proposées. Et ça a donné lieu à cette étude que j'ai finalisée en cet été, mais qui a été publicisée le 18 décembre dernier, donc quand le ministère a décidé de mettre en place un comité que Maître Gingras vous présentera juste après moi. Donc, je sais que je vais sans doute manquer de temps pour respecter mon temps. Donc, comme je le fais souvent, je vais commencer par mes deux conclusions. Et la première, c'est, je pense, même si ce texte a donné lieu à beaucoup de critiques, je pense qu'il faut, comme disait Montesquieu, faire preuve de modification avec une main tremblante. Et je dirais, le réflexe parfois de certains de faire table rase de ce texte aurait été, me semble-t-il, ou serait une mauvaise idée. Puis je l'avais écrit dans certains de mes... Enfin, notamment dans mon livre en 2018, et je l'aurai écrit dans le rapport qui a été rendu public. Donc, je pense qu'il faut, en premier lieu, ne pas sous-évaluer les risques de tentation de changement trop fort. Ma deuxième conclusion, c'est que je pense que c'est important, et d'où l'intérêt de ce sondage que nous avons fait avec la communauté, auquel la communauté a très fortement répondu, encore une fois, pour un texte aussi technique, c'est que c'est hyper important d'avoir un dialogue fort. Et je me suis autorisé d'identifier la photo de mon collègue Pierre Noro, qui a beaucoup travaillé sur l'approche symbolique du droit, sur lequel les meilleures lois sont celles qui disposent d'une interaction très forte avec la communauté qu'elle est supposée agir. Donc, Montesquieu, Noro, là, vous voyez que mes références sont quand même très élevées, et je crois, effectivement, comme le dit Pierre, à ce besoin d'appropriation sociale que ce texte doit avoir, et encore une fois, d'où le plaisir de cette présence très nombreuse ici de la part de la communauté.
Euh, Conformément au texte, il y a 4 grandes parties ou sous-parties qui sont peut-être importantes dans l'ensemble des 36 propositions que je propose. C'est que, en certains cas, je crois qu'il y a des éléments à modifier. Il y a des éléments à modifier. Je crois aussi qu'il y a plutôt certaines dispositions qu'il faut maintenir, d'autres qu'il faudrait intégrer, des nouvelles dispositions, peut-être. Puis ça, je dois avouer que je n'ai pas fait l'exercice, mais il y a sans doute certains points qui nous obligent, enfin la loi nous oblige à repenser certains éléments. Donc, je vais voir ces 4 éléments-là en sachant que je ne pouvais pas tous les traiter, je ne pouvais pas traduire en 15-20 minutes les 137 pages du rapport, mais sur les éléments à modifier, je vous en ai minimalement identifié trois dispositions, l'article 1, l'article 7, l'article 12, même si j'en propose 9 dans le texte. Alors, dans le premier point, je crois qu'il y a un débat à avoir sur la notion de technologie, en fait, les notions de technologie qui sont introduites dans la loi. Et dans la mesure où, et ça conformément en fait à ce qu'on reçoit dans le sondage, 85% des intervenants nous disent qu'il y a des incongruités sur l'utilisation des termes technologie qui sont utilisés parfois au pluriel, référant à l'ensemble des technologies de l'information, mais qui sont parfois utilisés au singulier, représentant une des composantes des documents numériques. Outre l'information sur un support, il y a effectivement des technologies comme des logiciels qui sont utilisés et c'est une notion qui est parfois identifiée dans la loi sur lequel, encore une fois, ce même terme pour 2 circonstances est source à difficulté. Et c'est la raison pour laquelle, et je suis persuadé que la professeure Sabine Masse aura l'occasion d'y revenir, que conformément à ce qui a été proposé, peut-être que dans certains cas, la notion de technologie devrait être substituée par davantage de notions de format ou de format technologique tel que je propose dans la proposition numéro 1. Question beaucoup plus juridique, c'est l'article 7, je me permettrai de dire le fameux article 7 qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a été, à mon avis, passablement incompris par la jurisprudence, si ce n'est de manière très claire par la Cour d'appel qui, quand même 17 ans plus tard, a été la première à véritablement mieux comprendre cette disposition, que je n'irai pas, mais qui est incomprise tant dans sa construction avec les 2 prépositions que dans sa rationalité, dans la mesure où elle offre une présomption de validité du support, alors que le support numérique, à bien des égards, est plus fragile que le support papier. Donc, on a du mal à comprendre cette aide à la preuve au regard de cet article 7. Incompréhension aussi dans son historique, dans la mesure où cette disposition, selon moi, est associée à l'ancien article 89 alinéa 4 de l'ancien Code de procédure civile, qui date de 92 d'ailleurs, et non pas de 2001, et dans lequel mais qui, avant 2001, était associé à un contexte plus étroit que celui actuel, qui est d'ailleurs reconnu désormais avec le nouveau, de 2016, le nouveau article du Code de procédure civile. Donc, je pense qu'il y a véritablement un besoin de revoir la rationalité derrière cet aveu tacite. Et même si j'ai pu écrire, notamment dans mon livre, faudrait faire disparaître cette disposition, je crois, et c'est l'avantage en fait de cette étude-là qui m'a permis de peaufiner mon point de vue, je crois qu'il serait intéressant de privilégier plutôt une réorganisation de cette disposition et notamment d'associer cette présomption dès lors qu'un certain nombre de garanties sont offertes, et notamment des garanties d'activités faites dans le cadre du cours des activités d'une entreprise, comme ça se fait notamment dans la loi sur la preuve canadienne ou dans la loi états-unienne en matière de preuve. Donc c'est une question assez technique, j'entends technique juridique, mais c'est une question qui est fondamentale que cette question de la présomption de l'article 7. Une autre disposition qui mérite absolument d'être revisitée, c'est la notion d'origine à l'article 12, dont Raphaël, donc représentant la Chambre de notaire, sans doute va nous parler, j'en suis sûr.
Et dans la mesure où on est face à une disposition qui est souvent citée, mais jamais traitée par la jurisprudence, où on est face à un paroxysme de l'équivalence fonctionnelle avec un niveau de complexité qui le rend quasiment illisible, et selon une approche qui me semble-t-il est tout à fait unique. Le Québec est différent de la common law, que ce soit Canada, États-Unis, ou UK aussi, mais aussi différent des principes de la CNUTSI ou de la France. Donc on a un positionnement qui est unique, et je crois qu'il serait peut-être intéressant de s'arrimer avec des fonctions fondamentales de la notion d'original, qui est, selon moi, le fait d'être la source première d'un document. Alors voilà pour les questions de dispositions qui méritent à être revisitées. Mon deuxième point, c'est les dispositions qui mériteraient d'être maintenues. Et là-dessus, il y a trois différents articles que j'aimerais considérer. Alors, le premier, c'est l'interférence entre l'article 2 et 29, qui a été notamment interprété à plusieurs reprises dans le cadre de litiges en droit du travail, sur lequel je n'ai pas le temps de traiter, mais en fait, dans mon étude, je propose de ne pas toucher à ces deux dispositions-là. Je crois qu'il faut faire confiance aux juges qui l'ont globalement, alors de manière différente parfois, mais interprété de manière très convenable. Alors, en revanche, je crois, et je suis persuadé que Maître Marseille aura l'occasion d'y revenir, je préconise un maintien de la distinction entre copie et transfert qui a donné lieu à beaucoup d'interprétations, beaucoup d'incompréhensions aussi. Et donc, je pense qu'il faut la maintenir parce que justement, la jurisprudence, notamment d'Abinisti, l'a bien intégrée, parce que les normes techniques, notamment, réfèrent à cette distinction-là, parce qu'il y a véritablement une différence, et puis parce que cette distinction-là, on la trouve notamment en France, alors qu'on n'a pas cette disposition dans la loi, ben, cette distinction a été promue par la jurisprudence. Alors, je pense qu'il faut la maintenir, mais peut-être qu'il faudrait revisiter les manières d'identifier la copie et le transfert en fonction des fonctions, c'est-à-dire que les copies, généralement, donnent lieu à une multiplication des documents, alors que la fonction du transfert, c'est davantage de se substituer à l'original qui peut ensuite être détruit, comme ça se fait dans de nombreuses industries, notamment d'ailleurs le domaine des assurances. L'autre point qui, à mon avis, devrait être maintenu, c'est le comité d'harmonisation. Alors, je sais qu'il n'est pas sous l'égide et sous la responsabilité du ministère de la Justice, mais du Conseil du Trésor. Je vais simplement dire qu'en 2010, moi, j'ai été membre du barreau du Québec sur ce comité-là, et malheureusement, la production que nous avons eue, c'est à peu près ce que vous voyez sur l'écran, c'est-à-dire rien. Et pourtant, je crois que ce comité a un véritable intérêt. Je crois qu'il faut maintenir le rôle de l'État, comme on le voit ailleurs, parce que aussi la communauté l'a clairement demandé. Puis on le voyait d'ailleurs dans les sondages, les répondants voulaient absolument que le comité soit plus présent, et sous réserve d'avoir une représentation peut-être meilleure. Mais peut-être que son rôle, ce serait moins de la production de normes et davantage un rôle d'animation et d'identification des bonnes normes qui pourraient aider, donc je crois, beaucoup la pratique. Troisième point, intégrer de nouveaux textes. Et pour ceux qui ont lu mon étude, vous verrez qu'aux articles 28-11, je propose 4 ou 5 nouveaux articles, non pas dans la loi, mais dans le Code civil, et pour en fait proposer des dispositions plus explicatives. Et selon moi, ces dispositions seraient sans doute les plus importantes à intégrer si jamais une réforme devait avoir lieu, justement pour créer un meilleur arrimage entre la loi et le Code civil. Et c'est peut-être ce qui a manqué. Puis encore une fois, c'était un texte excessivement ambitieux. Ce n'était pas anormal d'avoir fait cette erreur, si je peux dire. C'est très facile d'identifier des éventuelles erreurs 20 ans plus tard. Mais je crois qu'il y avait un problème très fort d'arrimage entre la loi cadre et le Code civil. Et notamment, justement parce que la loi ne voulait pas trop bouleverser, c'était un peu étrange en fait que ces nouvelles dispositions aient été mises dans le Code civil sous la notion d'écrit à l'article 28-37, alors que selon moi, il faudrait davantage les mettre au tout début du livre sur la preuve, sous les éléments de preuve, donc après 28-11 qui identifie les cinq moyens de preuve qui sont prévus dans le Code civil. Donc,
Pour cet arrimage, je pense qu'il faut gérer le futur avec le passé, c'est-à-dire ne pas trop bouleverser et répéter en fait cette dichotomie qui est très clairement établie, notamment dans Bénisti contre Clodas, des deux étapes fondamentales qui existent en matière de preuve, c'est-à-dire d'une part des règles de recevabilité et d'autre part des règles de force probante. Je crois aussi qu'il serait important, comme c'est le cas actuellement dans la loi actuelle, de répéter ce principe de neutralité technologique ou d'équivalence fonctionnelle selon lequel maintenant tout moyen de preuve peut être supporté par un support papier ou par un support numérique ou technologique. Enfin, je crois que sur les éléments de force probante, je crois qu'il y aurait lieu, alors parfois j'offre des options, n'étant moi-même absolument pas sûr de quelle est la meilleure, mais je crois que c'est important de rappeler que, comme on disait autrefois, le principe d'authenticité il est en fait composé de deux composantes que sont d'une part l'intégrité qui est omniprésente dans la loi, mais aussi le lien avec l'auteur que la loi Cadre n'a pas voulu répéter parce que cette notion de lien avec l'auteur était déjà dans le Code civil sous les différentes sections reliées aux différents éléments de preuve. Mais je crois quand même que ce serait important de dire que la loi Cadre n'a pas, en mettant de l'avant la notion d'intégrité, n'a pas remis en cause le principe d'authenticité, authenticité, encore une fois, composée de manière symbiotique entre intégrité et lien avec l'auteur. Donc, vous voyez, c'est des propositions en fait, qui ne font que répéter les principes généraux du droit et du droit de la preuve. Et là encore, répéter la notion d'intégrité, mais plus uniquement sous la question des autres écrits ou des écrits technologiques, mais davantage sous les éléments de preuve de manière générale. Et puis la présomption que j'évoquais tout à l'heure, là encore, il faudrait sans doute l'intégrer plus dans le Code civil, me semble-t-il, que dans la loi cadre. Alors, une quatrième partie, et puis je voulais absolument respecter mon temps, et là je suis rendu à presque 17 minutes, 7h50. La quatrième partie, je ne la traiterai pas. Je ne la traiterai pas parce que mon rapport faisait déjà 137 pages et qu'à un moment donné, il faut bien s'arrêter. Mais je crois qu'il y a des considérations véritables à mon avis, sur lesquels nous ne pourrons pas faire l'économie de nous pencher dans un futur plus ou moins proche. Et je pense notamment à la règle de la meilleure preuve, qui, à titre d'exemple d'ailleurs, a été mis de côté dans le droit britannique, parce que la règle de meilleure preuve est une reproduction des principes que l'on voit dans l'édit de Moulins en 1566 ou dans le Statute of Frauds en common law en 1677. Donc, c'est des principes qui sont foncièrement associés au papier. Je crois aussi qu'il y a des questions fondamentales sur les règles de responsabilité. Je pense notamment aux articles 22, 24, 26, 35, 36, 37. Des questions de responsabilité qui sont datées, si je puis dire, et en plus qui ont été très peu traitées par la jurisprudence. Alors peut-être d'ailleurs qu'elles ne devraient pas être situées dans la loi cadre, mais ailleurs. Même chose pour les questions de vie privée. Le Québec, le Canada aussi, mais le Québec tout particulièrement est en train de réviser ses lois sur la vie privée et comme d'ailleurs l'ont proposé certaines organisations, je crois que les dispositions que l'on trouve sur la vie privée, notamment les articles 40 et suivants, ne devraient peut-être pas être situées dans la loi cadre, mais dans les lois qui vont traiter de la vie privée pour mettre au même endroit en fait l'ensemble de ces dispositions. Alors encore une fois, ces éléments-là, il y a beaucoup de réflexions à avoir parce que le numérique n'est pas un changement mineur, c'est un changement conséquent. Donc il y a des réflexions à plus long terme à avoir, mais encore une fois, ce sera plus tard et au-delà de ces 30-37 pages que je soumets à votre sagesse et à vos commentaires.